Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Migration FM. C'est une radio d'information en ligne essentiellement dédiée à la promotion de l'immigration francophone au Canada et l'intégration culturelle de nouveaux arrivants. Par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des interviews. Notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails des procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir les différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones d'Afrique et d'Europe, Immigration FM a ambition d'être un promoteur de l'immigration francophone au Canada et un vecteur d'intégration culturelle et interculturelle pour les nouveaux arrivants. Dans le cadre de l'émission de ce vendredi 24 février 2024, nous recevons Madame Gervaise Pilon, professeure d'anglais, diplômée en droit, ex-vérificatrice en coopération internationale et vice-présidente du Québec réunifié et coordinatrice de campagne autour du regroupement familial. Madame Pilon, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngante. Merci de nous recevoir encore cette semaine. C'est très apprécié. Merci infiniment pour votre accueil. Avec plaisir. Regroupement familial, nous ne le dirons jamais assez. Pour bon nombre d'observateurs, cette catégorie de l'immigration souffre d'une discrimination sans précédent. Surtout au niveau du gouvernement du Québec sous la férule du ministre québécois de l'immigration, Christine Fréchette. On ne le dira jamais assez, les délais excessifs du traitement du regroupement familial, 1 an dans le reste du Canada et environ 3 ans au Québec, laissent à désirer. Le député André Albert Morin rappelle sans embâche 38 400 personnes au Québec qui ont le cœur brisé d'être séparées de leurs proches, des conjointes, des parents, des enfants. Nous en profitons d'ailleurs pour annoncer à nos auditeurs à travers le monde que le député André Morin, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration à l'Assemblée nationale du Québec, sera notre invité le 16 février 2024. Le 16 mars, pardon. Tout au long de cette émission, Madame Pilon va entretenir nos nombreux auditeurs sur les dernières actualités et en même temps fera un bilan des activités collectives. Naturellement, vos questions sont les bienvenues soit sur notre page Facebook ou par notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran. Il faut travailler. Mandunga, donnez-moi un whisky avant de mourir. Madame la vice-présidente, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Ngante. Comment se porte la présidente du collectif? Alors, la présidente du collectif, c'est la merveilleuse Rédia Lévesque-Martinet, qui est responsable de toute l'image publique que nous avons. C'est d'ailleurs elle qui a fait l'affiche de la Saint-Valentin, que vous avez sûrement vu circuler sur les réseaux sociaux. Et je la salue. Donc, elle n'était pas disponible aujourd'hui, mais ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'elle est satisfaite du combat de collectif? Je pense que oui. On travaille tous très fort. Hein. On est une équipe qui est très soudée, qui travaille très fort. J'en profite pour saluer aussi là, les autres membres de l'exécutif qui font tous des tâches très importantes et pas nécessairement reconnues à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en coulisses. Donc, entre autres, je veux saluer Jean-Sébastien, qui est notre webmestre, qui a fait des choses extraordinaires récemment pour faciliter les communications à l'interne. C'est pas visible, mais c'est très important qu'on puisse continuer le travail convenablement. Et évidemment, je veux saluer aussi, entre autres, Lauriane, qui travaille très fort sur l'aspect juridique du combat.
et tous les autres, je veux dire, on a tout un collectif de gens. Il y a Nancy nous a aidé à une constitution de BNL. On a bénéficié de son expertise. C'était vraiment très apprécié. Donc, on a vraiment des gens très engagés qui font beaucoup de travail en coulisses. Et ça, c'est inestimable. Le docteur Sidani que vous avez reçu à l'émission ici aussi fait partie évidemment de l'exécutif. Il nous aide à avoir une perspective santé sur le regroupement familial. C'est très important. D'ailleurs, on continue de travailler sur l'étude sur la santé mentale. On a été en mesure d'aller faire un peu plus de calculs sur cette étude-là récemment. On va pouvoir dévoiler des nouveaux détails bientôt. Donc, j'en profite pour saluer toute l'équipe. Là, je m'excuse si j'ai oublié des gens parce qu'on est une équipe d'une douzaine d'exécutants maintenant. Là. Entre autres, Kiyoshi qui est responsable du site web. On a plein de gens là, qui travaillent très fort. Et on a aussi des modérateurs. Alors, j'en profite pour dire bonjour aussi à Wafa et à Antoine qui travaillent très fort pour s'assurer que tout se passe bien au niveau là, de nos groupes de réseaux sociaux. Voilà. Vous n'avez pas dit bonjour à votre conjoint. Est-ce qu'il vous soutient oui, dans ce combat? Oui, il est très présent. J'ai épousé un homme très discret. Alors, mon amour, merci. Je t'aime. Will est très, il s'appelle William, on l'appelle Will. Will est un homme discret qui n'aime pas tellement être sous les feux. Il a accepté qu'on soit médiatisé et c'était vraiment un geste qu'on s'en est parlé et on s'est dit bon, on va le faire, d'accord, parce que moi-même je suis une personne qui aime bien l'anonymat en fait. Donc du moment où j'ai brisé mon anonymat, j'ai dit bon ben tant pis, c'est le tout pour le tout, donc on va continuer. Mais c'est quelque chose qu'on avait choisi de faire aussi pour les autres couples qui ont moins quand je peux dire moins de sécurité pour le faire, parce que c'est toujours on a toujours l'impression que c'est un risque de se médiatiser. C'est une fausse impression par ailleurs. On sait que les couples qui ont été médiatisés n'ont pas été pénalisés dans leur demande de parrainage, mais pour beaucoup de couples, c'est une inquiétude. Une des choses que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de recueillir des témoignages. J'encourage les gens à le faire et à prendre leur courage à deux mains. Je sais que c'est extrêmement stressant, extrêmement angoissant de le faire, mais on sait par l'expérience que être médiatisé ne ralentit pas l'accès à la résidence permanente, ne donne aucun impact négatif sur le dossier de parrainage. Au contraire, en fait, ça peut même parfois aider à faire prendre conscience qu'on existe. Donc, moi, j'encourage les gens là à partager leurs témoignages, à nous écrire. Mon adresse, c'est marie@québecreunifié.ca. Et envoyez-moi ça avec une photo. On va vous partager ça. Et puis, on va vous aider à vous faire voir. C'est très important d'être visible. On est une catégorie oubliée et méconnue. Donc, les gens doivent savoir qui on est. Ils doivent comprendre qui on est pour pouvoir nous appuyer. C'est une première étape. Donc, voilà. Est-ce que votre conjoint a signé aussi la pétition? Écoutez, c'est une question délicate. Les personnes parrainées sont pas toujours à l'aise de signer les lettres ouvertes parce qu'elles ont l'impression, en tant que personne étrangère, de se mêler de la politique d'un autre pays. Donc, c'est la position que mon conjoint a épousée. C'était sa position personnelle. Je l'ai respectée. Je ne pense pas que ça aurait été un problème parce qu'il est concerné par le dossier, évidemment. Mais c'est une décision personnelle que les gens prennent. Dans son cas, c'était vraiment par respect pour le Québec et par respect pour le Canada que lui a fait le choix de laisser les Québécois se prononcer sur la question. Parlons de cette pétition. Où en est-on? Alors, c'est magnifique. On a été publié. Là. Vous avez sûrement vu passer que la lettre ouverte a été publiée dans Le Devoir, donc il y a 2 semaines. On a été très reconnaissant. Le Devoir a été très rapide. On leur a envoyé en moins de 24 heures. C'était vraiment rapide. Ils ont accepté de la publier. Donc, on est très, très reconnaissant envers eux. Évidemment, la même lettre a été signée via DocuSign et envoyée par courriel au bureau de la ministre. Donc, le bureau de la ministre a effectivement reçu cette lettre-là directement aussi. On espère encore qu'elle va avoir des effets, bien sûr. Par la même occasion, j'ai aussi envoyé une invitation donc au bureau de la ministre pour une rencontre parce que au cours des dernières semaines, il y a eu des déclarations à l'Assemblée nationale comme quoi qu'il y avait une ligne de communication ouverte avec Québec réunifié.
Donc, on en a profité pour réactiver cette discussion-là. On a eu une rencontre avec le bureau de la ministre Fréchette là, en décembre. Donc, c'est pas complètement faux de dire qu'on a des communications avec le bureau de la ministre. Malheureusement, c'est pas des communications aussi fréquentes qu'on le voudrait. Donc, on a pu réactiver ce dialogue-là et j'ai effectivement là reçu une invitation à une rencontre avec le directeur de cabinet cette semaine à laquelle je dois répondre avec des dates. Donc, il y a une ouverture là, au moins un début de dialogue ou un renouveau du dialogue là, qui va se faire, on l'espère, avec le bureau de la ministre. Madame la Présidente, nous y reviendrons. L'actualité autour de cette épineuse question, c'est la sortie remarquable, il y a quelques jours, du député de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec, André Albert Morin. Il dit, je cite, « Quand les enfants sont impliqués, cette situation va à l'encontre de la Convention internationale relative aux droits des enfants qui demande d'agir avec célérité. » Madame Pilon, comment avez-vous accueilli cette déclaration du député? Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous avons effectivement fait suivre un communiqué de presse à tous les contacts journalistiques que nous avions pour remercier M. Morin de son intervention qui était d'ailleurs appuyée aussi par notre lettre. Il a même lu un extrait de la lettre à l'Assemblée nationale. Il a mentionné le nom de Québec réunifié. Donc, nous sommes officiellement dans les archives de l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement agréable et extrêmement encourageant. Et nous avons évidemment fait suivre ce même communiqué à M. Morin pour qu'il sache que nous sommes extrêmement reconnaissants. Nous avons aussi fait des communications sur X, sur Meta, sur Instagram et sur LinkedIn pour remercier M. Morin. Donc, on est effectivement très encouragés de cette démarche-là. L'opposition officielle nous appuie. Ce sont des alliés depuis déjà longtemps. Là, avant que ce soit M. Morin, c'était M. Monsef-Déragi qui suivait le dossier avec tout autant de bienveillance et d'empathie. Donc, on continue d'apprécier l'appui de l'opposition officielle. Après, selon un communiqué de presse rendu public le 16 février courant, vous semblez affirmer être encouragé par la sensibilité de la ministre Fréchette. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Apparemment, les nouvelles sont bonnes. Ça fait longtemps que la ministre Fréchette est sensible. C'est la ligne de parti. On est sensible à la détresse des familles, on est sensible à la détresse de X. Donc, on espère évidemment que la sensibilité va se développer dans une action concrète. Là, on espère voir des solutions. D'ailleurs, M. Morin avait fait une proposition qui était tout à fait raisonnable. En fait, lui, ce qu'il proposait, c'était pendant 24 mois de lever de soulever ou je peux dire de ne pas appliquer les seuils pendant 2 ans pour vider l'inventaire. Donc, en n'appliquant pas les seuils pendant 2 ans, ça aurait permis de vider l'inventaire et de revenir à des délais de traitement usuels. Vous avez vu comme moi que la ministre n'a pas accueilli aussi favorablement cette proposition-là qu'on le souhaitait. Mais c'est un point de départ de discussion que moi, j'aimerais beaucoup explorer avec le bureau de la ministre. Donc, on va continuer là, dans cette direction-là. Et comme elle nous dit être sensible, eh bien, on va faire confiance à cette sensibilité-là et espérer qu'il va y avoir des résultats concrets parce qu'on s'inquiète beaucoup de la santé des membres, on s'inquiète beaucoup de l'effet des séparations sur les familles ou même de l'anxiété que vivent les parrainés internes. Donc, on va continuer là, de pousser ce message-là pour que cette sensibilité-là donne un résultat concret. Et vous l'avez dit tantôt, hein, votre collectif propose également à la ministre Fréchette une rencontre de travail. Pourquoi cette rencontre? Là, on est dans l'arène politique, donc il faut faire un peu de sensibilisation aussi là, auprès des politiciens. C'est un geste citoyen que de parler à ses élus. Donc, en fait, c'est très important là, lorsqu'on est en situation de... Comment je peux dire? Lorsqu'on est en situation aussi qui cause autant de détresse que ce que vivent les familles, on se doit de partager cette détresse, de partager cette inquiétude, ces questionnements, cette incompréhension aussi, parce qu'il y a une incompréhension très grave, très forte de la politique du gouvernement en ce moment, avec les élus, parce que évidemment, si on ne pose pas ce geste citoyen de partager cette incompréhension ou cette souffrance ou ce désaccord, le politicien ne sera pas en mesure d'agir. C'est sous l'impulsion de la population que le changement se fait. Donc, nous sommes un collectif citoyen, nous sommes une OBNL, nous sommes des citoyens affectés par les politiques du gouvernement, nous allons leur en faire part. Et sur quel point allez-vous débattre concrètement?
Alors, pour l'instant, le point de départ, ce serait, on l'espère, la proposition de M. Morin, qui est une proposition intéressante. Moi, j'aimerais aussi, là, c'est pas encore, une des choses que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est discuter parce que le bureau de la ministre nous a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire au niveau fédéral. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait demander au gouvernement fédéral pour nous, alors quelle forme d'intercession il pourrait faire. Et je pense qu'un des dossiers dans lesquels peut-être une intercession serait intéressante, ce serait au niveau des visas de visiteurs. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des visas de visiteurs. Entre autres, il n'y a pas vraiment de processus de révision administrative, par exemple. Donc, on voit des cas de familles qui se voient refuser 3, 4, 5, même 8. On a quelqu'un dans le collectif qui a eu 8 refus. Donc, ça, c'est très problématique, surtout que ce sont des gens qui rencontrent les critères, du moins selon le site du RCC, ce sont des gens qui satisferaient à la double intention. Donc, il y a un problème là au niveau de l'automatisation des refus probablement qui mériterait d'être examiné. Et peut-être que via une intercession du gouvernement provincial, ça pourrait être le cas. Donc, c'est un espoir que moi, personnellement, je nourris. Il y a différentes autres options là qu'on pourrait explorer. Mais évidemment, la première revendication, la première demande, c'est de faire en sorte qu'on retourne à des délais usuels de traitement. Donc, qu'on soit à 12 mois pour les demandes de résidence permanente de tout le monde au pays. Ça, c'est la demande à la base. Après, est-ce que ça se module? Ce sera à voir. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Nos droits sont bafoués. On veut que nos droits cessent d'être bafoués. Donc, on va le demander. Madame Pilon, nous marquons une pause musicale et nous revenons juste après. Parfait, merci. Il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Il n'y a pas moyen. D'abord, il m'a parti Congo. Congo, Congo, m'a parti Congo encore. Ça y est, Mboka. Ça y est, parti Lomé. Il n'y a pas moyen. Lomé m'a parti Mali. J'ai mon ami Diallo. Il est Mali m'a parti Burkina Faso. Il n'y a pas moyen. Burkina m'a tombé Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Immigration FM. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce matin, nous recevons Madame Marie-Gervais Pilon, professeure d'anglais, diplômée en droit, ex-vérificatrice en coopération internationale et vice-présidente de Québec Réunifié et coordonnatrice de campagne autour du regroupement familial. Madame Pilon, un auditeur vous pose des questions depuis le Togo. Il s'appelle Monsieur Godwin Afedo. C'est en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, pardon. Bonjour, Monsieur Afedo. Pose deux questions. La première, la ministre Christine Fréchette parle du principe premier arrivé, premier servi, mais on constate que ce principe n'est toujours pas respecté à ce jour. À quoi cette antinomie est due? C'est une excellente question. J'imagine, puisque la ministre... Alors, premièrement, il faut savoir que premier arrivé, premier servi, c'est quelque chose qui doit être appliqué par le gouvernement fédéral. Donc, la ministre peut l'exiger du gouvernement fédéral autant qu'elle veut. Tant que le ministre Miller ne règle pas cette question-là, malheureusement, ça peut pas aller plus loin que ça. Hein? Donc, on s'entend que c'est au niveau fédéral que ça doit changer. Alors, en quoi est-ce que premier arrivé, premier servi n'est pas appliqué? C'est une excellente question. Je pense j'imagine qu'il doit y avoir toutes sortes de raisons systémiques. Ça ne les justifie pas, mais on peut peut-être estimer qu'il y a un problème au niveau du système d'IRCC. Donc, il faudrait à ce moment-là qu'effectivement des représentations soient faites, mais bien au niveau fédéral, parce que malheureusement, tout ce que la ministre peut faire, c'est demander au ministre Miller d'appliquer ce principe. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est même quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est même quelque chose qui existe dans les systèmes d'IRCC? Alors, c'est un peu comme les voies du Seigneur, c'est totalement impénétrable. Enfin, deuxième question de M. Afedo. Dans l'une de ses dernières entrevues, la ministre Christine Fréchette a laissé entendre qu'elle a reçu les responsables de Québec Réunifié, vous l'avez dit tantôt,
Et vous avez discuté des pistes de solutions pour cette crise en matière de regroupement familial. Dites-nous, la ministre vous a-t-elle reçu? Si oui, de quoi avez-vous concrètement discuté? Alors, pour clarifier, nous n'avons pas rencontré la ministre. Je ne peux pas me vanter d'avoir été en présence virtuelle de la ministre Fréchette, ni moi, ni aucun autre exécutant de Québec réunifié. Par contre, nous avons effectivement eu une rencontre avec son directeur de cabinet qui n'est plus... Il y a eu un remaniement, je m'excuse, j'ai oublié son nom de famille, il s'appelait Pierre-Yves. Mais il y a eu un remaniement au niveau là, du personnel du ministère. Donc, on a eu une rencontre le 7 décembre avec le directeur de cabinet de la ministre. Il y a eu, nous, on a fait toutes sortes de propositions. On a parlé d'augmenter, de moduler les seuils. On a parlé de différentes options. Et finalement, le message que nous avons reçu très clairement le 7 décembre, c'était qu'il ne fallait pas avoir d'attente sur le changement des seuils, mais qu'il y avait une volonté ferme d'intercéder auprès d'Ottawa sur les questions qui se relèvent du gouvernement fédéral. Donc, voilà, c'est ce que je peux partager là au moment où on se parle. C'est vraiment très décevant. En même temps, c'est pas une fermeture complète et je rappelle que nous allons avoir une autre rencontre bientôt là avec le cabinet de la ministre. J'ai cru comprendre par le message que ce ne serait pas avec la ministre elle-même. Toutefois, c'est pas inusuel de commencer par une réintroduction avec le directeur de cabinet, donc on verra bien. Et pourquoi pas la ministre elle-même? Quelle excellente question. Je n'ai pas exactement de réponse. Toutefois, alors dans un premier temps, c'est sûr qu'il faut rétablir le contact parce que, comme j'ai dit, il y a eu un remaniement au niveau du cabinet. Donc, le nouveau directeur de cabinet ne connaît pas Québec réunifié, ne nous connaît pas, nous, les exécutants. Évidemment, ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que, du moins, ce qu'on m'explique, c'est que les ministres rencontrent rarement directement les collectifs citoyens. C'est surtout avec les fonctionnaires que les collectifs travaillent. Moi, j'aimerais quand même beaucoup que la ministre nous rencontre directement, puisqu'elle prend des décisions qui affectent nos vies. Mais on n'est pas en mesure là d'aller briser des portes là, pour obtenir ces rencontres-là. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Là, c'est pas encore entièrement déterminé. Si je comprends bien, la ministre n'est toujours pas sensible, contrairement à ce que vous avez déclaré. Écoutez, moi, je ne fais que reprendre les propos de la ministre. La ministre se dit sensible. Je la prends au mot. Hein? Vous savez comme moi qu'on ne peut pas lire dans les pensées des gens et je ne peux pas faire de procès d'intention. Effectivement, ce serait vraiment bien que le geste soit joint à la parole. Là, ça fait depuis quand même plus de 6 mois maintenant là, que la ministre se dit sensible. Donc, on espère qu'éventuellement, cette sensibilité va nous donner quelque chose de concret. Est-ce que c'est un manque de ressources liées à d'autres crises dans le ministère de l'Immigration? C'est une question que je me pose. Mais ça n'excuse en rien le fait de maintenir ces délais inusuels et de mettre les familles dans cette détresse épouvantable. Donc, on va continuer de travailler avec le ministère pour essayer de faire ce qu'il faut là, pour au moins aller porter ce message-là aux instances les plus hautes possibles. Madame la vice-présidente, parlons maintenant de l'accord Canada-Québec de 1991. Selon vous, est-ce que cet accord fait partie des blocages de l'accélération des procédures des demandes de regroupement familial au Québec? Alors, l'accord Canada-Québec, c'est une entente qui a été conclue en 91 pour essentiellement moduler là, les demandes du Québec en matière d'immigration. Parce que selon la Constitution du Canada, l'immigration relève entièrement du gouvernement fédéral. Bon, après, les provinces peuvent faire des demandes. Le Québec avait des demandes qui étaient importantes. Donc, cet accord-là a été conclu. Selon l'accord Canada-Québec, c'est le fédéral qui fait la sélection des immigrants pour le regroupement familial. Donc, ça voudrait dire que, en théorie du moins, les seuils du MIFI ne s'appliquent pas à notre catégorie ou du moins sont des cibles théoriques qui n'ont pas à être respectées par le gouvernement fédéral. Après, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité puisqu'on observe que le gouvernement fédéral les respecte, ces limites-là qui sont appliquées par le MIFI. C'est une question qui a été soulevée souvent, c'est une question que nous avons soulevée auprès du gouvernement fédéral. C'est une question qui a été aussi soulevée par l'avocat Maxime Lapointe.
Donc, on se pose des questions là-dessus. C'est sûr qu'il y a un environnement politique là, qui pourrait expliquer les gestes que pose le fédéral, ou plutôt les gestes que le fédéral ne pose pas. Et un de ces clés-là, c'est le fait que le gouvernement libéral actuel est minoritaire. Un gouvernement minoritaire doit composer avec les oppositions politiques, avec un environnement éventuellement électoraliste, et il est fort possible qu'une des choses que le gouvernement fédéral ne veut pas faire en ce moment, c'est, entre guillemets, brasser la cage avec le Québec, parce que le Québec a officiellement recommandé à ses électeurs, alors ça on pourra en reparler parce que c'est un peu particulier, mais le premier ministre a quand même recommandé à ses électeurs de voter conservateur. Donc, il y a une opposition ferme entre le gouvernement libéral canadien et le gouvernement caquiste québécois. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement libéral canadien ne peut pas poser de gestes pour appuyer les familles? Non. Est-ce que ça veut dire que ça devient une question épineuse, politique et compliquée pour le gouvernement fédéral? Probablement et très certainement. Mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à rencontrer le premier ministre, M. Legault? Écoutez, on l'a demandé. On attend toujours. On l'a demandé. J'ai même été le 6 décembre. M. Monsef-Déragi nous a invités à l'Assemblée nationale. On était présents. Il y avait moi-même, le Dr Sidani et M. Antoine Pousset, qui était à l'époque membre de la table ronde de Québec réunifié et qui a dû se concentrer sur ses études doctorales. Le but était effectivement d'obtenir une rencontre éventuelle avec M. Legault, mais malheureusement, lorsque M. Déragi s'est adressé au premier ministre, le premier ministre n'a pas répondu à la question de M. Déragi qui visait spécifiquement le regroupement familial et notre présence au Salon Bleu. Et à la place, c'est la ministre Fréchette qui a repris la parole et qui a essentiellement réitéré qu'elle était sensible à la détresse des familles et que le plan ne changerait pas. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. On a aussi écrit à M. Legault en décembre. Il semblerait qu'il n'y a pas de volonté de ce côté-là. Du moins, il n'y a pas eu de retour. C'est aussi relativement difficile de contacter le bureau du premier ministre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas un courriel là, comme les autres, comme les ministères. C'est vraiment un formulaire web. Donc, c'est un peu difficile d'avoir ce contact-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Mme Fréchette voudrait bien avancer dans trouver des solutions à cet épineux problème-là, mais elle est un peu liée par l'attitude du Premier ministre, M. Legault? Ah, c'est une bonne question. Je ne suis pas dans la tête des politiciens. C'est sûr qu'en ce moment, il y a un climat politique au Québec qui est peu propice à un débat sain sur l'immigration. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que la CAQ est présentement en chute libre dans les sondages. S'il y avait des élections demain, le Parti québécois serait probablement au pouvoir. C'est eux qui sont en tête dans les sondages. Or, le Parti québécois a une politique d'immigration permanente extrêmement restrictive. Donc, eux, ils veulent des seuils de 35 000. Des seuils de 35 000, ça vide même pas l'arrérage du regroupement familial. On a demandé beaucoup au Parti québécois, on a demandé plusieurs fois au Parti québécois de clarifier la répartition de leurs seuils. C'est une information qu'on n'a pas réussi à obtenir, même si on l'a demandé sur plusieurs chaînes de communication. Mais c'est sûr que parce que le compétiteur principal de François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, a une position plus ferme que lui sur l'immigration, ça ne donne pas beaucoup de jeu au gouvernement dans la mesure où ils sont présentement en chute libre dans les sondages pour être flexibles au niveau de l'immigration. Est-ce que le parti de M. Saint-Pierre Plamondon milite en votre faveur? Donc, le parti de M. Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, qui est un parti indépendantiste avec une forte politique identitaire, a deux co-porte-parole en immigration. Monsieur Pascal Bérubé, qui est élu à l'Assemblée nationale, et Maître Stéphane Hanfield, qui n'a pas été élu dans son comté, mais qui est extrêmement actif. Alors, Maître Hanfield, Québec réunifié, l'a rencontré. Il nous a donné 2h30 de son temps. On lui a expliqué en long et en large là, les demandes qu'on avait, la problématique que vivaient les familles, le profil des personnes parrainées, etc. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que selon Maître Hanfield, la ministre pourrait moduler ses seuils
pour réduire la crise ou résoudre la crise du regroupement familial. Mais cette position-là, c'est la position de Maître Anfield, qui est un avocat en immigration, qui est un ex-juge en immigration, donc extrêmement compétent en la matière. Mais c'est pas une position qui a été reprise officiellement par les élus du Parti québécois. Alors, c'est un peu difficile de déterminer si le Parti québécois nous appuie ou si Maître Anfield nous appuie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la position épousée par Maître Anfield. Mais j'avoue que je trouverais bien rassurant de voir M. Bérubé ou M. Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamondon, prendre position aussi en faveur des familles. Donc, j'attends toujours. Le Parti québécois n'a aussi pas signé notre lettre ouverte. Donc, ça, c'est un indicateur qui peut-être permet de répondre à la question. Mais au moment où on se parle, on essaie toujours de continuer d'avoir des conversations avec ce parti, puisque nous sommes un collectif non partisan et nous souhaitons avoir l'appui de tous les partis. D'ailleurs, la famille, ça ne devrait même pas être un enjeu partisan, c'est de base. Donc, tout le monde devrait être pour que les familles soient ensemble. Donc, on continue de travailler avec tous les partis qui veulent bien nous entendre pour justement résoudre la crise du regroupement familial. Madame Pilon, est-ce que vous ne craignez pas que la cession du Parti québécois au pouvoir vienne davantage compliquer la situation? C'est une bonne question. Écoutez, les élections sont dans 2 ans. 2 ans, mais en politique, comme m'a dit un ami qui s'y connaît bien, c'est une éternité. Donc, il y a encore le temps il y a encore le temps de voir venir. Il y a aussi le temps pour le Parti québécois de peut-être réviser ses seuils ou de réviser sa politique migratoire. Donc, on a observé cette semaine, entre autres, que le Parti québécois a pris position en faveur des enfants demandeurs d'asile dans l'épineux débat sur l'accès aux garderies. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais c'est un indicateur fort que le Parti québécois est capable d'avoir des politiques humaines en matière d'immigration. Les élections, c'est dans 2 ans. Moi, je garde espoir, donc, d'avoir une chaîne de communication ouverte avec ce parti-là, parce que le Parti québécois, historiquement, est aussi un parti qui a quand même, malgré tout, favorisé l'intégration des immigrants. Ce sont eux qui sont à l'origine, entre autres, là, de l'expression du néo-québécois. Donc, c'est une idée d'intégration qui est forte. Et c'est un parti qui, historiquement, a posé des gestes en faveur des familles. Je veux dire, les valeurs du Parti québécois, c'est aussi l'inclusion. Alors, pourquoi ne pas nous inclure, nous? Moi, je crois qu'il y a encore du chemin à faire et il y a du temps pour que ce chemin se fasse. Donc, je garde espoir. On pourra reposez-moi la question en 2025. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer personnellement le leader de ce parti, M. Saint-Pierre Plamondon? Effectivement, on a essayé. On a d'ailleurs dans la table ronde Maude qui est dans la circonscription là, de M. Plamondon. On a demandé la rencontre. On a rencontré son attaché politique de M. Dubé et Maître Anfield, comme j'ai dit. Mais on n'a jamais réussi à parler à Maître Saint-Pierre Plamondon, parce que lui aussi est avocat. Il y a beaucoup d'avocats en politique. Donc, on n'a pas réussi à lui parler directement en tant que collectif. Il y a eu des membres qui ont réussi à lui parler. Ça n'a pas eu l'effet escompté, mais c'était il y a longtemps quand même aussi. Donc, on peut espérer peut-être qu'il y aura une évolution de ce point de vue-là. Est-ce que vous entendez le relancer en tant que collectif? Bien sûr. On continue toujours. Comme vous dites toujours, jusqu'à la victoire finale. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On continue de relancer tous les partis politiques et on va même bien. Moi, je commence même à lancer là comment je peux dire, à tendre la main à des partis qui n'ont pas été élus parce qu'on veut le plus d'appui possible, quelle que soit leur position politique. Comme je l'ai dit et je le répète, la famille, ce n'est pas une question partisane. Les familles doivent pouvoir être ensemble. C'est une question de base. On est le fondement de la société. Alors, on doit nous laisser vivre avec nos conjoints et nos enfants. C'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas de débat à avoir. C'est une question de base. Alors, oui, bien sûr, on va continuer. Nous allons souffler la musique et nous revenons juste après. Parfait, merci. Asma, la ville c'est quoi même? Métro, boulot,
dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Je vais le dire, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Viamboka, mobaya ezali pasi mingi, kasi nyoso, yoko salai, ezali, nako putandako, oh, pona kosomba biloko ya kolea, oh, pona kisi, ya pharmacie. Tu ne peux même pas faire l'économie, tu ne peux pas faire l'économie. Économie n'endako et sanité, économie. Aïe aïe aïe. Pauvre migré. Pourtant c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs migrés, travailleurs migrés, travailleurs migrés, travailleurs migrés, travailleurs migrés. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Owani, Owani, Lokolende we, Owani, Lokolende we. Quand la terre est en côté, tout le monde était frère. Mais maintenant c'est parti. À tous mes amis de taxi, balancez la sauce. Vous êtes bien sur Immigration FM. Dans le cadre de l'émission hebdomadaire de ce 24 février 2024, nous recevons Marie-Gervais Pilon, professeure d'anglais, diplômée en droit, ex-vérificatrice en coopération internationale et vice-présidente de Québec Réunifié et coordinatrice de campagne autour du regroupement familial. Madame Pilon, le député Guillaume Clichy-Rivard, porte-parole du Québec solidaire en matière d'immigration, dans une lettre récente envoyée à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchet de Québec, a déclaré toute la légitimité nécessaire pour revendiquer l'ensemble des pouvoirs en immigration du Canada. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration du Québec solidaire? Ben écoutez, c'est une déclaration qui est très cohérente avec la position politique de Québec solidaire. Québec solidaire est un parti souverainiste, donc c'est un parti qui milite entre autres pour donc la souveraineté du Québec. Donc c'est totalement cohérent de souhaiter tous les pouvoirs en immigration pour le Québec. En dehors de ça, écoutez, ça dépend vraiment parce qu'en ce moment, les familles vivent une grande détresse en raison des politiques du gouvernement provincial. Donc l'instinct, c'est de dire non, non, non. On ne souhaite pas que ce soit le cas, mais si le gouvernement provincial avait une position différente, on serait probablement beaucoup plus en faveur d'une politique d'immigration entièrement provinciale. Donc, c'est un peu comme l'utilisation d'un outil X ou Y, c'est pas tant l'outil que l'utilisation qu'on en fait. Après, vous savez, il y a effectivement un mécanisme juridique qui permet de réviser la répartition des pouvoirs en immigration et il est dans l'accord Canada-Québec. D'ailleurs, Maître Maxime Lapointe rappelle régulièrement l'existence, si mon souvenir est bon, de l'article 33. Et dans un délai, à l'intérieur du délai de 6 mois, on peut réouvrir l'accord Canada-Québec pour renégocier les pouvoirs en immigration. Donc, ma lecture, c'est que Maître Clichy-Rivard a fait cette remarque-là parce qu'il y a un mécanisme et que ce mécanisme-là peut être utilisé. Après, la ministre continue de ne pas utiliser ce mécanisme et de simplement déclarer dans les médias qu'elle a tous les pouvoirs. Elle a fait ça il y a quelques semaines en mêlée de presse. C'est extrêmement troublant puisqu'on sait que c'est pas vrai dans le cas du regroupement familial. Donc, si j'imagine que c'était de bonne foi, je vais dire que c'était une erreur liée au stress de la mêlée de presse. Il y avait beaucoup de monde, ça avait l'air quand même stressant comme situation. Mais effectivement, pour avoir tous les
pouvoir en immigration, il faudrait passer par l'accord Canada-Québec, le réouvrir et faire cette demande-là. Par contre, c'est sûr que là, on parle d'une situation de négociation. Donc, évidemment, si l'accord Canada-Québec était réouvert, le gouvernement fédéral serait aussi en mesure d'avoir des demandes. Est-ce que c'est pour cette raison que la réouverture de l'accord Canada-Québec n'est pas sur la table? C'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai évidemment pas de réponse, n'étant pas dans la tête des politiciens. Vous êtes dans un combat autour des délais excessifs pour le regroupement familial. Est-ce que vous croyez que la révision accord Canada-Québec viendrait davantage favoriser les familles qui actuellement en souffrent? Ben, écoutez, moi, je vois mal un univers dans lequel le Canada accepterait de créer des citoyens de seconde zone en accordant les pleins pouvoirs sur le regroupement familial. Je trouverais ça très étonnant parce que le regroupement familial vise il y a trois catégories de personnes qui peuvent demander le regroupement familial. Les citoyens canadiens, les résidents permanents qui sont essentiellement des futurs citoyens canadiens, ils vont devenir citoyens canadiens éventuellement, et les réfugiés qui sont protégés par le droit international. Donc, ce sont toutes des personnes qui ont des droits, et ces droits-là se doivent d'être protégés. Et un de ces droits-là, c'est le droit à l'égalité, qui est un droit qui, jusqu'à dernière nouvelle, est protégé par les chartes, que ce soit la charte canadienne si on est fédéraliste ou la charte québécoise si on est souverainiste. Dans les deux cas, c'est un droit qui est protégé par les chartes. Donc, est-ce que le gouvernement canadien accepterait de donner les pleins pouvoirs jusqu'au regroupement familial, sachant qu'aujourd'hui, on a un précédent où les Canadiens, les citoyens canadiens, les résidents permanents canadiens et les réfugiés qui vivent au Québec sont donc traités de cette façon-là, qui est discriminatoire? Moi, je ne crois pas. Mais c'est une opinion personnelle qui n'engage que moi. Je ne crois pas, ceci dit, que ce serait un scénario viable. Et je ne veux pas me prononcer plus que ça, mais ça me surprendrait immensément. Et d'un côté, nous avons Québec, votre collectif Québec unifié, qui pense que c'est le Québec qui fait problème. Mais de l'autre, à regarder de près la déclaration de M. Clich-Rivard, on dirait que c'est le fédéral qui est la cause de ce retard dans le traitement des dossiers en lien avec les regroupements familiales. Alors, c'est très complexe parce que récemment, on s'est penché sur la question de ce fameux arrérage des demandes. On parle de 38 400 familles qui sont dans l'arrérage. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Une des choses qu'on a vues récemment, grâce à une de nos membres, merci Amandine, qui a fait une demande d'accès à l'information, c'est que le MIFI donne plus de CSQ que le fédéral n'en traite. Donc, ça veut dire que le gouvernement du Québec émet des certificats de sélection du Québec, sachant donc que ces gens-là vont demander la résidence permanente et ont demandé la résidence permanente, pour ensuite dire au gouvernement fédéral, mais par contre, vous n'en traiterez que les 2/3. Donc, il y a une équation mathématique simple qui suggère que ce sont effectivement les quotas du gouvernement du Québec qui sont en cause. Est-ce que le gouvernement fédéral est complètement exempt dans cette discussion-là? Absolument pas. J'ai mentionné tout à l'heure que le Accord Canada-Québec donne le regroupement familial en juridiction exclusive au niveau de la sélection de l'immigration permanente pour le regroupement familial. Donc, en théorie, le gouvernement fédéral pourrait simplement traiter toutes les demandes de regroupement familial sans respecter ou sans suivre l'instruction de n'en traiter que les 2/3, et nous n'aurions pas d'arrérage. Donc, il y a une responsabilité partagée. Il y a une instruction qui est donnée, qui ne devrait pas être donnée, et il y a une instruction qui est suivie, qui ne devrait pas être suivie. Ça va dans les deux sens. Mais on a l'impression que le fédéral et le provincial se jettent les responsabilités. Personne ne va en assumer. Exactement. En fait, le journaliste Toula Drimonis a utilisé
la semaine dernière l'expression human collateral damage, hein, les dommages collatéraux humains en parlant du regroupement familial au Québec. Et je pense que c'est essentiellement la réalité qu'on vit. Les familles sont prises en otage par cette chicane juridictionnelle entre les deux gouvernements. C'est quelque chose qui doit prendre fin. Ça ne peut pas continuer. Les gens ont besoin de vivre leur vie normalement, donc il faut qu'il y ait une résolution à ça. Après, quelle est cette résolution? Il faut que les gens se parlent. Le problème, c'est que il y a en ce moment donc une espèce de politique là, une espèce de politique de rejeter le blanc sur l'autre des deux bords, et aussi un refus de communiquer en mode solution entre les deux paliers de gouvernement, dont essentiellement nous faisons les frais. Est-ce que vous avez des informations concernant la plainte de M. Lapointe? Écoutez, M. Lapointe a dit sur Twitter qu'il allait faire donc son action, là, il allait déposer son action dans le 29, donc c'est dans 5 jours. Je sais aussi qu'il travaille très fort là-dessus. Là. J'ai eu un échange de courriel rapide avec lui cette semaine, dans lequel il me demandait des informations, là, si on avait des informations à partager là, sur certaines statistiques. Donc, je sais qu'il travaille là-dessus. Après, comme vous savez, on est très reconnaissant à Maître Lapointe, mais on n'est pas ses clients non plus. Donc, ça veut dire que les gestes que M. Lapointe pose sont les gestes qui appartiennent à Maître Lapointe. Et nous, on est en fait un peu les bénéficiaires là d'un geste purement altruiste de sa part, sans pour autant être partie prenante à son action. Donc, c'est un peu particulier comme situation, mais on sait que ça se fait. Là. Il nous a dit que ça allait se faire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les membres du collectif sont un peu désemparés par rapport à cette situation-là? Mais bien sûr. Et c'est normal de l'être. Je pense que on est dans une situation en ce moment où le discours sur l'immigration en général, il est extrêmement lourd. Il est lourd et il est accaparé par d'autres catégories d'immigration, un peu pour des raisons médiatiques et politiques. Hein? Donc, c'est très difficile dans le contexte actuel où on a des débats sur les demandeurs d'asile. La question des demandeurs d'asile, elle est délicate. Elle est aussi incomprise parce que l'immigration, c'est un sujet compliqué. Donc, la population en général ne comprend pas nécessairement tous les enjeux qui tournent autour. Donc, dans le contexte où il y a ce débat sur les services publics, l'accaparation des services publics, les demandeurs d'asile, l'immigration temporaire, les places en garderie. Récemment, on nous a dit que même le budget serait déficitaire en raison des coûts liés aux services publics. Je veux dire, c'est un climat médiatique et politique dans lequel c'est très difficile de faire passer le message, mais on continue malgré tout à avoir des tribunes. Donc, moi, je trouve ça quand même encourageant. Mais il va falloir s'armer de patience pour que le climat s'assainisse avant qu'on puisse espérer vraiment des changements. Mais ça veut pas dire que ça va pas marcher puis que ça va pas se faire. Il y a des gestes qui se font. On a des actions juridiques aussi en coulisses là, qui se préparent. Donc, moi, j'encouragerais les membres du collectif à continuer de faire entendre leur voix, envoyer leurs témoignages donc à mon adresse courriel, se rendre visible sur les réseaux sociaux. C'est le temps. Le gouvernement est en ce moment en chute libre dans les sondages. Donc, c'est peut-être le moment aussi là, de se faire entendre du gouvernement pour que le gouvernement au moins là, mette fin à une catégorie de mécontentement. Donc, moi, j'encourage les gens à continuer de se faire entendre, même si c'est dur. Je sais que c'est extrêmement décourageant ce qu'on vit en ce moment, mais il faut vraiment pas lâcher. Comme on dit ici, il faut pas lâcher la patate. Alors, on continue, on reste accroché. Au-delà de votre combat autour du groupement familial, comment percevez-vous le débat actuel sur l'immigration au niveau du Québec? Ben, écoutez, vous savez, moi, je suis enseignante dans la vie et j'enseigne à beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Je suis extrêmement découragée, je vais dire ça comme ça, du type de discours qu'on voit circuler en ce moment. C'est un discours que personnellement je juge malsain et qui m'inquiète beaucoup pour nos jeunes
qui sont issus de l'immigration, entre autres, et pour les Québécois issus de l'immigration, entre autres. Je souhaite que le débat s'assainisse. Je souhaite qu'on cesse de faire des immigrants des boucs émissaires. C'est malsain et c'est inexact. Je veux dire, il y a effectivement là, des problèmes au niveau de notre politique migratoire, mais s'attaquer aux individus, c'est incorrect. Donc, il faut que ça cesse. La présidente d'Amnesty International a d'ailleurs dénoncé là, le discours sur l'immigration sur X récemment. Donc, je suis pas la seule à avoir des inquiétudes. Je pense que ça doit changer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, entre autres, là, pour l'intervention que fera Guillaume Clich-Rivard à Tout le monde en parle dimanche. Oui, c'est un politicien et oui, il est affilié à un parti, mais c'est aussi un avocat en immigration avec énormément d'expérience, qui a travaillé dans les camps de réfugiés, qui a immensément de bienveillance dans le dossier qu'il travaille. Et moi, j'espère qu'il va pouvoir au moins faire un peu d'éducation du public au niveau des différentes catégories d'immigration pour qu'on assainisse le climat. Une question d'un auditeur, il s'appelle M. Jean-Sébastien Gervais. Avez-vous beaucoup de refus malgré la notion de double intention? Écoutez, je pense que c'est une question aussi qui est pour vous, Norbert, parce que nous, on n'a pas de chiffres encore pour l'instant. On est en train de faire un sondage. D'ailleurs, j'invite là les membres du collectif qui n'ont pas encore rempli à remplir le sondage. Même si vous n'avez pas besoin de visa visiteur, même si vous l'avez eu du premier coup, même si vous êtes à bout de votre espoir, s'il vous plaît, remplissez le sondage. Le plus d'informations on aura, le plus facile ce sera lorsqu'on rencontrera, entre autres, là, le bureau de Mark Miller pour parler de visa visiteur. Donc, s'il vous plaît, remplissez le sondage. Mais je vais vous demander aussi, Norbert, de nous dire si vous en observez beaucoup dans votre pratique. Une autre question qui vient cette fois du Cameroun de Marlène H. Votre stratégie de lutte qui se veut administrative et respectueuse des lois et règlements semble ne pas toujours porter des fruits. Avez-vous pensé à une autre manière de faire des descentes, par exemple, dans la rue pour se faire entendre comme l'ont fait les enseignants? C'est une excellente question. Écoutez, c'est comme ça que le collectif Québec Réunifié a commencé. Hein. On a commencé avec des manifestations. D'ailleurs, la dernière fois que je suis passée ici à l'entrevue, c'était pas ma photo sur la publicité d'Immigration FM, c'était une photo de manifestation. Donc, on a commencé avec ça. Malheureusement, la mobilisation est compliquée parce que on a beau être un collectif de 2000 personnes, on n'est pas 2000 personnes toutes au même endroit. Donc, il y a des parrains qui sont à Québec, il y a des parrains qui sont à Montréal, il y a des parrains qui sont dans les Laurentides ou au Lac-Saint-Jean. Donc, faire une manifestation quand on est quelques dizaines de personnes à différents endroits, c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc, on a rapidement, on a quand même persisté jusqu'en novembre avec les manifestations hebdomadaires. Là. Il y avait une manifestation tous les dimanches devant le bureau du MIFI à Montréal. Mais en novembre, on a mis fin à cette action-là spécifiquement parce qu'on n'était pas assez nombreux. C'était des belles occasions d'éducation du public, mais c'était finalement, on était quand même loin de notre profit, entre guillemets, là, pour reprendre une expression un peu mercantilisante. Là, donc, c'était pas aussi fructueux que ce qu'on espérait. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en fera jamais? Je dis pas ça. Mais au moment où on se parle, on est en février, puis il fait moins 1000. Donc, non, je dis pas moins 1000, mais cette nuit, il faisait moins 16. Donc, je sais pas si ce serait le bon moment de recommencer à faire des manifestations au Québec. Peut-être que ce sera quelque chose qui pourra être revisité lorsque le climat sera plus clément pour faciliter ou favoriser une plus grande participation sur le terrain. Nous approchons la fin de notre émission de ce 24 février 2024. Madame Pilon, nous n'en sortirons pas sans vous poser la question sur votre fonction d'ex-vérificatrice au niveau international. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en tant que vérificatrice? Alors, écoutez, ça me fait plaisir de vous en parler. Moi, j'ai fait mes études en droit à la fin des années 90. Donc, j'ai gradué en 2000 et je suis devenue membre du barreau après un peu de tribulation en 2004. J'ai fait mon stage au Sénégal. Dans le bureau de Maître Doudou Ndoye, qui est le frère du ministre, de l'ex-ministre. Et en revenant au Québec, je ne trouvais pas nécessairement là, de pratique qui se prêtait bien à ce que je faisais.
Donc, j'ai été engagée éventuellement par le CRS, Catholic Relief Services, qui est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. Et mon travail, c'était essentiellement là, de m'assurer que les fonds qui étaient donnés pour les activités de cette ONG-là étaient utilisés de façon conforme aux attentes des donateurs, que ce soit des donateurs publics comme le gouvernement américain ou que ce soit là, des donateurs privés, là, tout simplement là, des personnes comme vous et moi ou des communautés religieuses. Parce que Catholic Relief Services est évidemment, le CRS est évidemment le Caritas américain, donc il y avait beaucoup de fonds qui étaient fournis par l'Église catholique, donc il y avait aussi des éléments là, de donateurs là, qui venaient de différents évêchés. Merci Madame Pilon d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui a été très très intéressante. Immigration FM et son équipe souhaitent bon vent à Québec solidaire. L'émission de ce jour a été présentée par votre humble serviteur Norbert Ngati-Chana, journaliste et consultant en réglementation en immigration canadienne, assisté depuis le Cameroun en Afrique centrale du journaliste Fanny. Sans oublier notre spécialiste, notre technicien depuis le Cameroun, Alain Zegui. À samedi prochain, si Dieu le veut. Merci infiniment, M. Ngati. Avec plaisir. Travailleur immigré, travailleur immigré, travailleur immigré, travailleur immigré. Yeah! Ah, mon grand-père avait raison. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi je dis, qu'est-ce que tu vas commettre? Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas.